Alors la biodiversité, c'est la diversité de la vie sur la Terre. Donc c'est non seulement les plantes et les animaux, mais c'est aussi les écosystèmes. Alors qu'est-ce que c'est les écosystèmes? En fait, sur la Terre, toutes les espèces vivantes, tous les êtres vivants, ils vivent ensemble, ils sont dépendants l'un de l'autre, ils interagissent. Et ils forment en fait des réseaux très complexes, interdépendants. C'est ce qu'on appelle les écosystèmes. Et ce sont ces écosystèmes, lorsqu'ils sont sains, en fait, qui remplissent des fonctions vitales. C'est grâce à eux qu'on boit, qu'on mange et qu'on respire. C'est eux qui permettent de recycler les nutriments, c'est eux qui régulent le climat. En fait, ils sont importants parce que c'est eux qui nous donnent aussi notre nourriture, nos ressources, les médicaments, bref, en fait, tout ce qui permet à notre économie de se maintenir. Le problème, c'est qu'on est en train d'assister à une perte de la biodiversité qui est très alarmante. On estime que la perte de biodiversité est de 100 à 1000 fois plus élevée que la normale. En fait, on est en train d'assister à la 6e extinction de masse. Depuis l'époque des dinosaures, c'est la plus importante en fait. Et l'homme est la cause principale de cette perte de biodiversité. Alors parmi les causes les plus importantes de la perte de biodiversité en Europe comme ailleurs, on note surtout le changement de l'affectation des sols, en particulier l'agriculture intensive, mais aussi l'exploitation non durable des ressources naturelles, telles que le bois ou les ressources minières, mais aussi l'urbanisation. Alors comment est-ce que le commerce international affecte la biodiversité? C'est assez complexe en fait. Parce que quand on pense commerce et biodiversité, on pense souvent au commerce illégal d'espèces sauvages ou de produits fabriqués à base d'animaux ou de plantes sauvages. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le commerce international, il agit en fait comme moteur des menaces sur la biodiversité. Et c'est souvent assez mal compris parce que évaluer l'impact précis de la libéralisation des échanges sur l'environnement et sur la biodiversité, c'est assez difficile. Alors comment est-ce qu'on explique en fait que le commerce international il affecte la biodiversité? En fait, le commerce international il implique que les pays se spécialisent. Donc en fait, ils vont exporter des produits dans lesquels ils ont un avantage comparatif et ils vont en importer d'autres biens des pays de leurs partenaires commerciaux. En fait, c'est assez mathématique. Ça augmente les volumes d'échanges commerciaux. Et donc, ça augmente aussi le volume de transport de marchandises. Et ce transport de marchandises, c'est le vecteur notamment de pollution. Quand on pense à tous ces cargos, ces camions, ces bateaux, ces avions qui transportent les marchandises, mais ça pollue. Le transport, c'est aussi un vecteur de destruction des habitats. Il faut construire des routes, des infrastructures, ça a un impact direct sur la biodiversité. Le transport, c'est aussi un vecteur de déplacement de certaines espèces sauvages. Et au final, c'est aussi un vecteur de dérangement de la faune et de la flore. Si on pense par exemple au commerce et au transport maritime, on sait très bien qu'il y a un impact non négligeable sur les cétacés, par exemple. Ensuite, ce commerce international, cette spécialisation, elle a aussi pour effet d'intensifier l'exploitation des ressources naturelles et la dégradation des habitats. On peut prendre par exemple l'exemple des produits agricoles. En fait, le commerce international, il a favorisé l'agriculture intensive. Ça a un impact très important sur la biodiversité, notamment parce que ça a un impact sur la dégradation des forêts, la déforestation, le déplacement des populations locales, l'érosion des sols. Donc il y a de nombreux impacts environnementaux et sur la biodiversité qui sont liés à la production agricole et à l'expansion agricole et l'exportation de ces produits. Ensuite, dans l'économie d'aujourd'hui, qui est extrêmement globalisée, les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus complexes. Elles sont très longues et en fait, en l'absence de transparence et d'obligation pour les entreprises de mesurer les impacts sur l'environnement au travers de leur chaîne d'approvisionnement, on n'a pas une transparence suffisante sur la provenance des produits, mais aussi et surtout en fait, les impacts de ces produits.
Donc en fait, la dégradation des habitats, elle se passe très loin du lieu de consommation. Et c'est pour ça qu'en fait, on demande la mise en place d'une obligation pour les entreprises d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les impacts négatifs, socio-environnementaux négatifs que leurs activités peuvent avoir tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Et ce type d'obligation permettrait notamment de répondre aussi à une demande croissante des consommateurs, de savoir en fait d'où viennent les produits qu'ils consomment et quel est l'impact des produits aussi qu'ils consomment sur l'environnement et donc sur la biodiversité. Alors, comme je l'ai mentionné, les secteurs qui ont été vraiment intensifiés par le commerce, c'est tout d'abord l'agriculture. Donc, le commerce international a vraiment favorisé l'agriculture intensive, mais aussi la pêche intensive. Alors, en ce qui concerne le commerce de produits agricoles, les impacts environnementaux en fait, sont très élevés. Donc, il y a un impact sur la déforestation, sur la dégradation des habitats, parce que les produits agricoles en fait, demandent de plus en plus de terres exploitables. Et donc, souvent, on piète sur des terres forestières, mais aussi sur d'autres écosystèmes naturels. Les produits agricoles en fait, demandent de plus en plus de terres exploitables et ils empiètent énormément sur les terres forestières et sur pas mal d'écosystèmes naturels. En fait, ça a aussi un impact évidemment sur les populations locales et les populations autochtones qui doivent en fait faire place à des monocultures, à des grandes plantations, à des élevages industriels. Et c'est cette production agricole, industrielle et intensive qui est la première cause de déforestation. Plus d'un tiers de la production agricole est vouée à l'exportation. Et d'après une étude qui a été réalisée en 2013 par la Commission européenne, en fait, plus d'un tiers de la déforestation est causée par les pays européens via les produits agricoles qu'ils consomment. Donc il s'agit du maïs, du soja, de l'huile de palme, du caoutchouc, du cacao, du café. Et en fait, ces produits ils proviennent seulement de 7 pays. Ils proviennent du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay, de la Malaisie, de l'Indonésie, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Alors, à part la production agricole terrestre, la pêche aussi a été intensifiée et favorisée par le commerce international. Et donc, il y a un impact aussi sur la biodiversité marine. La pêche et les produits de la mer, en fait, l'Union européenne est le premier importateur des produits de la mer. L'Union européenne importe environ 60% de ces produits de la mer. Donc ça veut dire qu'elle a un impact quand même majeur sur la biodiversité marine. Et les chaînes d'approvisionnement des produits de la mer sont extrêmement complexes. En fait, là où on pêche un poisson, là où on le débarque et là où on le transforme, ça va être des lieux différents encore de là où il sera consommé. En plus de ça, la pêche illégale reste quand même une pratique qui existe encore et qui est très courante. Et la pêche illégale se retrouve dans les poissons issus de la pêche illégale se retrouvent dans les chaînes d'approvisionnement. La pêche a aussi, à cause de certaines de ces méthodes de pêche, a un impact aussi important sur les habitats, sur les fonds marins, quand on pense par exemple à la pêche au chalut. Donc elle a aussi un impact environnemental et sur la biodiversité de ce point de vue-là. Donc en fait, il est très important de responsabiliser les entreprises qui sont actives dans ce secteur et de faire en sorte qu'elles ont une obligation en fait, de mesurer les impacts au travers de leur chaîne d'approvisionnement et qu'elles puissent assurer une pêche durable sur base de critères de durabilité et des critères légaux. Et lorsque ce n'est pas le cas, qu'elles soient tenues responsables. Alors, en fait, la Commission européenne, lorsqu'elle négocie des accords de libre-échange, des accords commerciaux, elle est tenue d'évaluer les impacts du potentiel accord. En fait, elle a une obligation de s'assurer et de veiller à ce que les accords qu'elle négocie et qu'elle conclut ne contribueront pas et ne conduiront pas à des dégradations socio-environnementales en Europe, mais aussi dans les pays partenaires et ses partenaires commerciaux. Et donc, pour ce faire, elle a l'obligation de conduire des évaluations des impacts potentiels de ces accords dès le départ, dès le début des négociations. Ça permet à la Commission, en fait, de se baser sur des faits concrets
ça permet de diriger les négociations, et ça lui permet aussi de prendre de prendre des décisions politiques qui sont basées vraiment sur des exemples concrets et des faits concrets. Les études d'impact de la Commission européenne pour les accords commerciaux sont souvent assez critiquées. Notamment parce qu'elles ont souvent lieu trop tard dans le processus de négociation, et donc elles ne sont pas capables d'influencer en fait la prise de décision. Elles sont parfois superficielles, elles ne vont pas assez en profondeur, donc en fait l'étendue des impacts qui est analysée est limitée. Et l'analyse est parfois très peu profonde, et surtout les résultats en fait sont souvent assez, sont qualifiés en fait d'impact assez modéré. Elle voit les études et les consultants qui font ces études pour la Commission ont tendance à trouver des résultats et des impacts négatifs assez modérés, et donc du coup les recommandations sont généralement assez faibles. Ce qui fait que la Commission ne les prend pas toujours en compte et elle n'est pas vraiment forcée d'améliorer en fait ces aspects non économiques dans ces accords commerciaux. La Commission européenne, en fait, c'est le service, c'est la Direction générale du commerce qui est en charge des négociations au sein de la Commission. C'est eux qui reçoivent un mandat des États membres pour négocier. C'est eux qui gèrent ce processus d'évaluation d'impact. C'est vraiment concentré dans les mains de la Commission. C'est pas forcément que les études d'impact sont mal faites. C'est vrai que la méthodologie souvent de ces études d'impact a été très fort critiquée par la société civile, mais aussi par des académiques. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, le problème, c'est que ces études arrivent souvent trop tard dans le processus de négociation. Et donc, au lieu d'attendre la fin de cette étude d'impact et d'avoir des recommandations, parfois la Commission, en fait, elle conclut les négociations sans attendre. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le cas de l'accord avec le Mercosur. Donc, la Commission européenne c'est un accord qu'elle négocie depuis les années 1990. Son mandat date précisément de 1999, en fait. Puis les négociations se sont arrêtées plusieurs fois. Elles ont repris en 2016 pour finalement s'arrêter en 2019. Ils ont conclu les négociations donc, entre le bloc de l'Union européenne et le bloc des pays du Mercosur. Et en fait, en juin 2019, quand ils ont conclu les négociations, ils n'avaient toujours pas d'études d'impact finalisées. Il n'y avait pas les recommandations et les résultats finaux de cette étude. Donc en fait, ça voulait juste dire que la Commission avait accordé très peu de considération aux questions non économiques, aux questions sociales, environnementales, aux impacts potentiels de l'accord. Les traités de libre-échange, ils sont négociés par la Commission européenne et globalement, ils sont négociés dans l'opacité. Donc c'est la Direction générale du commerce qui est en charge des négociations, et elle doit juste obtenir au début un mandat en fait, de la part des États membres via le Conseil. Et ce mandat par les États membres donne en fait un cadre dans lequel la Commission doit négocier. La Commission met en place une équipe de négociateurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de transparence dans les négociations de la Commission, mais il y a surtout très peu d'opportunités pour des acteurs autres que ces négociateurs commerciaux d'influencer le processus de négociation. Par exemple, il y a très peu d'opportunités pour le Parlement européen ou pour des départements de l'environnement de la Commission européenne, par exemple, de contribuer aux négociations. La place est assez limitée, même le département environnement de la Commission a très peu d'opportunités pour contribuer aux négociations, et en plus de ça, leurs ressources sont assez limitées et leur capacité est assez limitée dans le domaine. Donc c'est vraiment la Commission et le département du commerce qui gère ces négociations. Alors il y a des dialogues qui sont prévus avec la société civile, au travers desquels la Commission en fait, est censée informer la société civile de l'évolution des négociations. Malheureusement, ces discussions sont assez formelles, en fait. Elles ne permettent pas un réel dialogue avec la société civile. Et donc, du coup, en fait, pendant les négociations, il y a vraiment très peu de place pour des considérations non économiques. Alors, l'accord UE-Mercosur, c'est un accord commercial entre l'Union européenne et les 4 pays du bloc du Mercosur.
C'est aussi un accord qui est beaucoup plus large. Donc cet accord commercial, en fait, fait partie d'un cadre plus grand, qu'on dit, c'est un accord en fait dit d'association, qui prévoit en fait aussi, à côté du pilier commercial, un pilier politique et institutionnel, qui en fait qui vise à améliorer la coopération entre les deux parties. Donc il y a une coopération politique qui est beaucoup plus profonde que dans un accord purement commercial. L'accord UE-Mercosur, donc le mandat a été octroyé par les États membres en 1999. Les négociations ont été bloquées plusieurs fois pour reprendre en 2016 et s'arrêter en 2019 lorsqu'ils ont conclu les négociations de l'accord commercial. Alors pourquoi c'est un accord qui est si problématique et si controversé aujourd'hui? Pour deux raisons. En fait, dès le début des négociations en 2016, la société civile, des politiciens, des académiques ont soulevé de nombreuses inquiétudes par rapport à un certain nombre de questions environnementales et sociales qui ont été soulevées par l'accord, donc notamment la possibilité et les impacts potentiels, l'augmentation de la déforestation et des émissions carbone, l'érosion de la biodiversité, un impact aussi sur le droit des peuples autochtones et des communautés locales dans les pays du Mercosur. Donc tout un nombre d'impacts potentiels et d'inquiétudes. Et malgré ces inquiétudes qui ont été soulevées par la société civile, quand même au travers de campagnes, la société civile a été assez vocale sur l'accord Mercosur. Malgré ça, en fait, la Commission européenne a laissé très peu de place à nouveau à la transparence et à l'inclusion de la société civile dans les dialogues et pour influencer les négociations. Et de manière très problématique, surtout, la Commission en fait, a négocié cet accord sans évaluer les impacts potentiels qu'il pouvait avoir sur l'environnement, mais aussi les impacts socio-économiques. Donc la Commission, lorsqu'elle a conclu en juin 2019 l'accord commercial avec les pays du Mercosur, elle n'avait pas finalisé son étude d'impact. Elle n'avait pas fini l'évaluation des impacts potentiels sur le développement durable. Ça veut dire qu'elle n'a pas pris en compte toutes ces considérations pendant les négociations, qu'elle n'a pas été capable en fait, de baser sa prise de décision sur des faits concrets. Et donc en juin 2020, Klein Earth, avec le soutien de 4 autres organisations, on a demandé à la médiatrice européenne son avis sur la question. Donc de savoir en fait si la Commission européenne, en tant que bonne administratrice, aurait dû terminer cette étude d'impact avant de conclure les négociations avec les pays du Mercosur. Et il y a quelques semaines, la médiatrice européenne nous a donné raison. Oui, la Commission européenne aurait dû en fait, terminer son étude d'impact avant de conclure les négociations. Elle a même qualifié ce manquement de la Commission de mauvaise administration. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que la Commission elle a pas réussi à conclure son évaluation des impacts potentiels de l'accord. Enfin, qu'est-ce que ça implique? Déjà, ça implique que le débat soit sur les mérites de l'accord, tant au sein de la société civile, du Parlement européen et des parlements nationaux, est plus difficile. Ça donne aussi une mauvaise perception de l'accord. C'est beaucoup plus... ça donne vraiment l'impression en fait, que la Commission européenne, elle en a pas grand-chose à faire en fait, des considérations environnementales, sociales, lorsqu'elle négocie ces accords commerciaux. Ce qui est particulièrement problématique parce que, comme je disais, depuis déjà 2016, la perception de la société civile par rapport à l'accord est déjà assez problématique. En fait, cette perception, c'est pas seulement la société civile, c'est aussi celle des États membres qui doivent conclure l'accord et le ratifier. En fait, il y a un bon nombre de gouvernements et de parlements en Europe qui ont montré leur réticence par rapport à l'accord, notamment à cause de ses potentiels impacts négatifs sur l'environnement et sur la biodiversité.
Il y a beaucoup de pays européens en fait, qui se sont carrément opposés. Hein. La France, l'Irlande, l'Autriche, la Belgique, même l'Allemagne, en fait, qui a pourtant des intérêts commerciaux assez importants dans l'accord UE-Mercosur. En juin 2020, elle a un peu changé son cap, suite justement aux feux qui sont produits dans l'Amazonie et suite aux prises de position de certains pays européens. L'Allemagne s'est retournée et s'est opposée aussi à l'accord. Et alors, la deuxième raison pour laquelle l'accord est très controversé, en fait, c'est les impacts en tant que tels. Hein, parce qu'avant, j'ai parlé du manque de transparence et d'inclusivité du processus décisionnel de la Commission et le manque d'évaluation des impacts. Mais les impacts en tant que tels aussi sont problématiques. Et la France, en fait, juste après la fin des négociations, en juin 2019, elle a mis en place sa propre commission d'experts. C'est la commission AMBEC, qui a été chargée d'évaluer l'impact écologique de l'accord UE-Mercosur. Et en fait, ce rapport a confirmé les inquiétudes de la société civile, notamment concernant la déforestation. Donc, le rapport a établi que il y aurait une augmentation de la déforestation qui est liée à l'exportation de viande bovine, principalement du Brésil et de l'Argentine vers l'Union européenne, et que cette augmentation de la déforestation serait de 5% sur 6 ans. Donc c'est quand même assez inquiétant comme taux. Et si on regarde l'étude d'impact qui a été faite par la Commission européenne et qui a été en fait finie il y a seulement quelques semaines, hein, donc 2 ans plus tard, après la fin des négociations. Si on regarde cette étude d'impact-là, l'augmentation de la déforestation est considérée comme un risque modéré et il n'y a même pas de chiffres qui ont été donnés. Le rapport AMBEC a aussi souligné que l'impact climatique lié à la déforestation liées à l'exportation et l'augmentation en fait, de la production de viande sous cet accord ne permettrait pas, ne pourrait même pas être contrebalancée par les gains économiques de l'accord. Puis, troisième conclusion de ce rapport AMBEC, c'est aussi la facilitation de l'entrée de certains produits agricoles sur le marché européen qui ont été produits avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne, elle a interdit un bon nombre de pesticides, l'usage d'un bon nombre de pesticides en Europe, qui ne sont pas interdits au Brésil. C'est plus ou moins 27% sur 190 produits et substances qui sont autorisés au Brésil, qui sont interdites en Europe. Et ces produits sont après réimportés en Europe. Alors il y a des législations sur le taux de résidus et sur les taux d'importation, mais ces législations ne s'appliquent pas toujours en fait. Les standards d'importation ne sont pas toujours les mêmes que les standards du marché européen. Donc c'est aussi la troisième conclusion sur les potentiels impacts négatifs de l'accord. Et voilà, malgré tous ces impacts négatifs, le texte même de l'accord du Mercosur ne permet pas en fait d'atténuer les impacts potentiels de l'accord, de rendre le commerce qui aura lieu sous cet accord plus durable ou d'utiliser cet accord comme levier politique et diplomatique pour améliorer la protection de l'environnement ailleurs. Alors pour l'instant, étant donné qu'il y a quand même une forte opposition dans plusieurs États membres, notamment aussi des parlements nationaux et aussi une partie du Parlement européen, la Commission européenne a reconnu en fait qu'il fallait renforcer certains aspects de l'accord, notamment renforcer les aspects, les aspects liés à la déforestation et le changement climatique. Du coup, la Commission a décidé de négocier un instrument additionnel à l'accord. Ce qui est assez problématique à nouveau, c'est que ces négociations en fait, se passent sans l'avis de la société civile. Donc, la société civile, les ONG ne sont pas impliquées. Le Parlement européen est également très peu informé de ce qui se passe dans ces discussions, dans ces négociations. Et donc, le risque, en fait, c'est de se retrouver avec un instrument additionnel qui soit juste juridiquement pas contraignant. Et donc, du coup, qui ne servirait pas à grand-chose, mais qui permettrait d'amadouer, en tout cas, certains États européens. Mais je crois qu'il y a quand même une opposition assez forte en Europe. Il y a quand même
une reconnaissance grandissante au sein des États membres, des gouvernements européens, de cette nécessité de renforcer les accords commerciaux de l'Union européenne et de les amener vraiment à la hauteur du pacte européen, du pacte vert européen, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc je crois que la Commission européenne est quand même aussi sous une pression importante de la part des États membres et du Parlement européen pour réformer en fait sa politique commerciale en profondeur. Il est vraiment grand temps en fait que la Commission, comme je l'ai dit, mette sa politique commerciale à la hauteur du pacte vert, parce que l'Union européenne est en train de prendre beaucoup de mesures pour mettre en œuvre son pacte vert, mais il est vraiment crucial en fait que tous les objectifs environnementaux soient intégrés dans toutes les dimensions politiques de l'Union européenne, et en ce compris le commerce international. Alors, la réponse est très simple, non. Il n'y a pas de critères de durabilité dans les accords commerciaux de l'Union européenne. Donc on estime aujourd'hui qu'on consomme 1,7 planètes chaque année pour subvenir à nos besoins, à nos ressources et absorber nos déchets. Et ce chiffre d'ailleurs augmente chaque année. Et bien en fait les accords de libre-échange, ils ne sont pas là pour réglementer le commerce afin de rester dans les limites planétaires. Les accords de libre-échange, ils sont là pour libéraliser les échanges commerciaux, donc pour enlever les barrières commerciales, qu'elles soient tarifaires ou réglementaires. Mais il y a une reconnaissance croissante d'arriver à intégrer des objectifs environnementaux, même au sein de la politique commerciale, mais on garde quand même... on observe toujours quand même une fragmentation en fait entre les différents régimes internationaux, donc entre le régime de commerce international et les normes environnementales internationales. En fait, c'est ces deux régimes qui ont été développés et qui ont développés en silos en fait, chacun de leur côté. Ils ont chacun leurs instruments, leur fonctionnement, et il y a très peu d'interactions, de liens qui sont créés entre ces deux régimes. Et c'est la même chose au niveau de la politique européenne, on a toujours très peu d'interactions, on a toujours très peu d'intégration vraiment des objectifs environnementaux dans la politique commerciale. Mais on augmente quand même une volonté d'intégrer davantage ces objectifs environnementaux dans la politique commerciale, mais elle reste assez superficielle. Donc, il n'y a pas de critères de durabilité dans les accords de libre-échange. Par exemple, la libéralisation des tarifs, donc la réduction des tarifs douaniers et des quotas, n'est pas conditionnée à des critères de durabilité. Pourtant, c'est possible de créer un système de tarifs où on aurait des tarifs plus bas pour des produits durables et d'avoir des tarifs plus hauts pour des produits qui ont un impact négatif sur l'environnement. En fait, comment fonctionne le système tarifaire, hein, donc, au niveau international, on a une grille tarifaire et les tarifs s'appliquent à différents produits pour entrer sur les marchés. Et au sein d'un accord de libre-échange, les deux parties vont en fait se mettre d'accord pour réduire davantage encore les tarifs qui s'appliquent aux différents produits qu'ils exportent et qu'ils importent. Donc ils pourraient très bien définir des critères de durabilité et conditionner en fait cette réduction tarifaire sur base de critères de durabilité. Mais ce n'est toujours pas le cas. Quelle autre option on aurait dans les accords de libre-échange si on n'arrive pas à réglementer le commerce sur base de critères de durabilité, on pourrait utiliser ces accords au moins comme levier diplomatique pour améliorer la protection de l'environnement avec les partenaires commerciaux de l'Union européenne. À nouveau, en fait, la place qui est réservée aux objectifs environnementaux dans les accords de libre-échange de l'Union européenne, elle est extrêmement marginale. En fait, depuis 10 ans, la Commission européenne fait l'effort en fait, d'essayer d'intégrer des considérations environnementales dans ces accords de libre-échange, mais elle le fait au travers d'un chapitre spécifique, qui est un chapitre sur le commerce et le développement durable. C'est un chapitre en fait, qui est complètement séparé du reste de l'accord et il contient des clauses environnementales, sociales, qui rappellent en fait, les engagements internationaux des parties. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, il rappelle juste des engagements qui sont déjà existants.
Et en plus de ça, ces clauses ne sont pas contraignantes parce qu'il n'y a aucun mécanisme de sanction si les parties ne respectent pas leurs obligations internationales et environnementales. Et il n'y a aussi aucun mécanisme pour vraiment surveiller si c'est effectivement mis en œuvre par les parties. Donc dans ces chapitres, on peut trouver des références à la Convention internationale sur la biodiversité, sur la Convention sur le trafic d'espèces sauvages, sur la déforestation, sur la pêche illégale. Mais il s'agit d'obligations qui sont déjà existantes et qui sont souvent très vaguement formulées aussi. Donc en termes de valeur ajoutée, ces chapitres de commerce et développement durable, en fait, la valeur ajoutée est très limitée. Elle ne permet pas de réguler, de réglementer le commerce de manière durable. Elle permet pas ça ne contient pas de mesures concrètes pour contrebalancer les impacts négatifs d'un accord commercial, et ça ne permet pas non plus en fait, d'être utilisé comme levier lorsque justement on veut essayer d'améliorer la protection de l'environnement ailleurs. Alors les forêts, mais c'est bien plus que juste des arbres. Les forêts, en fait, ce sont des écosystèmes qui sont extrêmement riches, abondants en faune et en flore. C'est des systèmes qui sont très interdépendants, très complexes. Les forêts, en fait, contiennent 80% de la biodiversité terrestre, donc les plantes, les animaux, les insectes. C'est énorme, en fait, c'est un réel réservoir, un réel refuge pour la biodiversité, ces forêts. Malheureusement, on estime qu'on perd 10 millions d'hectares de forêts chaque année. C'est l'équivalent de la superficie de l'Islande. Et donc, en fait, la vitesse, l'ampleur de la déforestation, elle nous fait payer un très lourd tribut à la biodiversité. On est en train d'assister à la 6e extinction de masse. En fait, on est tout simplement en train de scier la branche sur laquelle on est assis, puisqu'on est en train de mettre en danger des systèmes de survie et donc dépendent en fait la civilisation humaine. La destruction de la forêt, la dégradation des forêts, la déforestation, ça a un impact considérable sur la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour l'instant au niveau de l'Union européenne? Alors, dans les années 2000, l'Union européenne a mis en place un plan d'action pour lutter contre le commerce de bois illégal. Et parce que en fait, l'exploitation de bois illégal a évidemment un impact important sur la biodiversité, et elle a interdit la mise sur le marché de bois illégal. Alors en plus de ça, depuis de nombreuses années, les ONG se battent aussi pour qu'on s'attaque à une autre cause de la déforestation, qui est la production agricole, l'expansion des terres agricoles et l'exportation de ces produits agricoles. Et l'Union européenne a pris la décision d'agir. Donc on attend dans les prochaines semaines une proposition législative de la Commission européenne qui va permettre justement de réduire la mise sur le marché de produits agricoles qui sont liés à la déforestation ou à la destruction des forêts. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une obligation légale? Parce qu'en fait, les entreprises, depuis plusieurs années, ont pris des engagements pour lutter contre la déforestation, mais il s'agissait d'engagements purement volontaires du secteur privé. Et ces engagements, ils n'ont pas été tenus, en fait. Donc on a besoin d'une obligation légale, d'une législation. Et on espère que cette nouvelle législation permettra d'avoir des chaînes d'approvisionnement dans ces produits agricoles qui ont un impact sur la déforestation. On espère en tout cas que ces chaînes d'approvisionnement avec cette législation deviendront plus durables. Mais je crois qu'il faut se rendre compte qu'en fait la perte de biodiversité, ça va beaucoup plus loin que juste la perte et la disparition de certaines espèces emblématiques. En fait, la perte de biodiversité, c'est une menace qui est tout aussi inquiétante que le changement climatique. La biodiversité, comme je l'ai dit, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est les écosystèmes. C'est tout ce qui permet de maintenir notre économie en vie, en fait. Alors, si on perd la biodiversité, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En fait, on risque de perdre toutes les ressources dont on a besoin pour vivre.